L'invité du grand entretien est aujourd'hui le docteur Robert Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, figure ô combien réconfortante et optimiste de la Covid-19, toujours disponible depuis le début de la pandémie pour commenter et rassurer sur son évolution pourtant chaotique et dramatique, avec 140 000 décès en France, 6 millions de personnes dans le monde. Mais il n'est pas uniquement le spécialiste du Covid. Nous allons profiter de ce long format pour faire plus ample connaissance avec le médecin, mais aussi l'homme au parcours si singulier, si riche, si débordant d'humanité. Docteur Sebag, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pour beaucoup de nos auditeurs, qui sont également des téléspectateurs, une gueule bien sympathique, excusez cette formule familière empruntée à Brassens, avec votre accent chantant, votre regard malicieux, votre sourire bienfaisant et vos propos sages, salutaires, pas toujours dans la doxa ou dans la parole officielle. Vous n'aviez pas aimé la formule « emmerder les non-vaccinés », nous y reviendrons. Proust disait qu'il vaut mieux rêver sa vie que la vivre. Vous démontrez le contraire. Je l'ai rêvé, puis je l'ai vécu. Alors, première partie de notre entretien, on va commencer par votre itinéraire personnel, familial, puis professionnel. Alors, vous êtes né en Afrique du Nord ? Je suis né à Tlemcen, en Algérie. Dans une famille de médecins ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du Dans tout. Une famille, une mère au foyer, comme c'était un petit peu la tradition, et un père plutôt commerçant qui tenait le café de son père sur la grande place de Tlemcen, qui s'appelait la place d'Alger. Et on est parti assez tôt, on est parti en 1956. Nous avons quitté l'Algérie en 1956, donc j'en ai quand même gardé des souvenirs d'un enfant de 6 ans. J'ai eu la possibilité d'y retourner plusieurs années, et puis j'ai retrouvé à la fois des parfums, j'ai retrouvé une maison, j'ai retrouvé une atmosphère avec une réception absolument remarquable, comme savent le faire aussi les Algériens qui avaient connu ma famille et qui étaient ravis que je revienne. Et ils m'ont parlé de mon grand-père, ils m'ont parlé de mon père, et les souvenirs étaient assez intacts. Quand vous quittez l'Algérie en 56, vous venez en France ou on vous vient allez en dans France, le sud de la on vient en France ? France, on va à Bergerac. Vous voyez, c'était pas parce que par des relations familiales, donc à Bergerac, où mon père a géré un hôtel, donc petite ville de province en Dordogne en 56. Où des gens arrivaient, on nous disait « Ah bon, vous étiez d'Algérie, l'Afrique ». Ils pensaient qu'on vivait dans des cases et on leur expliquait que non, l'Algérie, ouais, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. On est resté 2 ans à Bergerac et ensuite j'étais allé à Toulouse, où là on est resté effectivement à Toulouse, où moi j'ai fait mes études primaires, secondaires et universitaires à Toulouse. L'accent, c'est donc celui de un petit Toulouse peu, oui, un petit peu l'accent de Toulouse. Ça fait longtemps que j'ai quitté Toulouse, mais enfin il en reste un petit peu quelques séquelles entre guillemets. Vous arrivez avec papa, maman, des frères, des sœurs ? Alors j'ai une sœur aînée qui vit en région parisienne, qui est professeure d'anglais, et j'ai un jeune frère. Nous étions 3 et mon frère est médecin à Toulouse. Lui, il est resté à Toulouse. Ah, donc quand même... Oui, moi je retourne à Toulouse. D'ailleurs, mes parents sont enterrés à Toulouse et régulièrement je vais me recueillir sur leur tombe. Vous êtes marié ? Je suis marié, j'ai 2 enfants. 2 enfants qui une fille, un lien avec la médecine ou pas du tout. C'est mon grand regret. Alors est-ce que je leur ai fait peur ? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu se confronter aux expériences de leur père ? Mais enfin, ils ont réussi dans d'autres domaines. Il ne faut pas que des médecins. Mais je pense que ma fille aurait été un très très bon médecin. Oui, la mienne regrette. Voilà, également. mais bon. Alors, on fait pas l'histoire. J'ose à peine vous poser la question de vos loisirs, tant votre emploi du temps me semble heureusement qu'on a des loisirs. Attendez, moi j'aime beaucoup lire, je m'intéresse beaucoup à la géopolitique parce que mon activité depuis des années m'a fait voyager un petit peu partout dans le monde. Alors mes enfants me demandent, papa, alors j'aurais fait un jour la liste des pays, j'en suis à plus de 120, vous voyez, 120 pays. Et donc... On va en aborder quelques-uns. Si vous voulez, oui, non, mais il y a même la Corée du Nord, vous voyez, ce qui est pas fréquent. J'ai eu la chance ou le privilège de connaître un petit peu ce pays qui est un peu une autre planète. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Vous avez parlé de la lecture. Alors la lecture, je fais quand j'ai le temps, j'aime bien faire un petit peu de sport. La natation, j'aime bien. Et puis, alors vraiment épisodiquement, un peu de ski, voilà, pour m'aérer un petit peu. Et puis la musique. Je joue de la guitare. Vous pratiquez, vous commentez ? Je joue de la guitare. Je joue de la guitare et j'aime beaucoup la chanson et les chansons françaises. Là. Donc j'aime beaucoup chanter.
Musique classique Non, non, mais quand je dis la musique, la guitare, c'est la chanson française. J'aime bien les chansons populaires. Je pense qu'elles relatent quand même une certaine activité. Et puis, bien sûr, comme Pied Noir, Enrico Macias. Donc, je me suis tout jeune essayé de le suivre à la guitare. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré un jour et on avait joué un petit peu ensemble à titre privé. Et ça m'a fait très, très plaisir. Donc, voilà. Je faisais une référence à Brassens. Ah, Brassens, j'adore. Brassens, je pourrais. Alors là, vous les citez. J'aime beaucoup et les Brassens. jouer, peut-être. Voilà, c'est dur. Brassens, c'est dur. Brassens, c'est dur, mais j'aime beaucoup sa poésie, j'aime beaucoup ses paroles, et là, j'en connais beaucoup. Non, j'aime beaucoup Brassens. J'aime bien, si vous voulez, les classiques français. J'adore Brel, j'ai aimé Gilbert Bécaud, puis Aznavour. Voilà, j'aime beaucoup Aznavour, Bécaud. Puis la chanson française des années 60, parce que j'écoutais planqué dans ma chambre, Salut les copains, et donc j'ai grandi avec Johnny Hallyday, Claude François, que j'allais voir Adamo. J'allais voir les spectacles d'Adamo quand il passait à Toulouse, Claude François. Donc j'ai connu toute cette époque. Vous êtes plus jeune que moi, mais effectivement, on est la période Salut les copains. C'est la période des yéyés, oui, je l'assume tout à fait. D'autres hobbies, la musique classique? Oui, j'aime beaucoup aussi. L'opéra. L'opéra. J'aime beaucoup. Je suis très sensible à la voix. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis la chanson, mais les voix, oui, l'opéra, j'aime beaucoup. Bon, Mozart, Verdi, oui, Wagner. Verdi vient dur, bien sûr. Wagner, j'ai beaucoup aimé Parsifal. Je n'ai vu que Parsifal. J'ai bien sûr Mozart, Così fan tutte, Don Juan, et puis Verdi, bien sûr, la Traviata. Alors Traviata, j'adore. Pour nous médecins. Voilà, oui, voilà, la Traviata, la tuberculose, la Dame aux camélias. Donc c'est extrêmement important. Votre Madeleine de Proust, vous êtes de mauvaise humeur, vous mettez de la musique classique, vous mettez Macias, vous mettez Brassens, vous avez... J'ai peur de vous dire que je suis rarement de mauvaise humeur. Ça m'arrive, mais effectivement, c'est une fuite extrêmement importante pour moi, la musique, oui. Ça m'apaise. Ça m'apaise, surtout dans la période qu'on vient de vivre, là. Covid, en rentrant, je me mettais beaucoup de musique parce qu'il fallait oublier une certaine réalité, une certaine pression. Donc oui, la musique est très très important. Ouais. Le cinéma, le théâtre? Cinéma aussi, attends, il faut avoir le temps. Hein. Voilà, j'aime beaucoup le cinéma. Le dernier film que j'ai vu, c'est Illusion perdue. J'ai vu qu'ils avaient tous les Césars. Balzac, voilà, Balzac, bon, je l'avais lu, mais là j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce film. Le théâtre, j'ai été voir, récemment, le dernier, vous voyez, là vous me questionnez, j'ai été voir Laurent Geoffrin, qui joue au théâtre Poche Montparnasse, et c'est un dialogue entre Machiavel et Montesquieu. Eh ben, j'ai beaucoup aimé parce que c'est quand même ça a été écrit en 1865, si ma mémoire est bonne, et j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai découvert que Laurent Geoffrin pouvait être un journaliste, mais aussi un acteur. Je lui ai dit d'ailleurs à la fin, il est assez impressionnant, mais le dialogue est important, et puis ça reste de l'actualité, hein, sur le pouvoir en général, avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes plus Montesquieu que Machiavel, j'imagine? Oui, mais Machiavel, alors moi je suis pas Machiavel parce que la morale joue un rôle très important, l'affect joue un rôle très important, mais il dit des choses effectivement, quand on pense qu'il a écrit il y a plusieurs siècles et que ça reste encore d'actualité. Mais je suis plutôt Montesquieu, oui, l'esprit des lois, les lois. Alors, on va aller sur l'itinéraire professionnel. D'un enfant gâté, c'est ça? Non, je ne veux pas reprendre le terme. Mais bon. Mais j'assume aussi. J'ai été gâté par la vie. Belmondo fait aussi partie. Ouais, non, mais j'ai été gâté par la vie. À partir de quand germe l'idée que vous allez faire médecine? C'est une vocation précoce? Oui, très précoce. Très précoce. Alors je vais vous faire sourire, mais quand ma maman achetait des poulets, je me mettais un torchon sur le nez comme un chirurgien et j'ouvrais le poulet. Donc, alors, j'ai pas été chirurgien, mais bon, la médecine tout de suite. Il n'y a pas eu la moindre hésitation. Alors, si pour être honnête, j'aimais beaucoup la géographie, le monde. Vous savez, je suis monté en avion pour la première fois de ma vie après mon bac. Et j'allais à Toulouse avec ma petite bicyclette, j'allais à Blagnac regarder les avions. J'étais fasciné par les avions et mon rêve, c'était effectivement j'étais gâté par la suite sur les avions. Et donc, j'ai hésité un moment avec la géographie. J'étais passionné de géographie, donc les pays, et déjà un petit peu la géopolitique. Alors, je connaissais toutes les capitales. Là, c'était mon défi de répondre à toutes les questions sur toutes les capitales du monde. Et j'avais le grand planisphère d'Air France et je regardais, je rêvais de voyage. Et puis, après mon bac, c'est arrivé. Puis ça s'est plus arrêté. Et après votre bac, qu'est-ce qui fait que vous décidez de faire médecine? Après mon bac, d'abord, mon premier cadeau, le cadeau de mes parents, c'était de me payer un voyage en Israël. Et donc, mon premier voyage en avion, ça a été d'aller en Israël. On est en 69. Mais là, déjà, la décision a été prise. Hein. Je me suis inscrit tout de suite à la faculté de médecine. Il n'y a pas eu la moindre hésitation. Et donc, j'ai commencé mes études en 69.
à la faculté de médecine de Toulouse. C'est une évidence, médecine. Là, vous Oui, réfléchissez. parce que déjà, si vous voulez, dans ma tête, la médecine, c'est une valeur universelle. On a toujours besoin de soins, on a toujours besoin de médecins, et ça me permettra de bouger, et ça me permettra de voyager. J'avais toujours ça en tête, c'était de connaître le monde, après avoir connu Mais de d'une connaître manière... le monde à travers la médecine. Oui, parce que je pense que la médecine, je vous le répète, c'est une valeur universelle, et que tout le monde, et que avec la médecine, on peut apporter son savoir partout. Partout, parce que quelles que soient les civilisations, une mère, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a un trépied, hein, c'est nourrir son enfant, c'est le soigner et c'est l'éduquer. Et donc je me suis dit, la médecine va m'ouvrir beaucoup de portes, et ça a été le cas. Alors, vous avez, docteur Sebag, un souvenir de la première année, de la première blouse, du premier stage. C'est des images qui nous marquent, Ah je bien trouve. sûr, oui, oui, ah ouais, nous les médecins, bien sûr, la blouse blanche, hein, j'étais ravi. Mon père, Vous avez cette période avec le oui, tablier oui, ou alors pas? c'était les premières blouses, un peu comme les dentistes, vous savez, qu'on enfile et qu'on attache dans le dos. Et puis mes premières, d'ailleurs très très tôt, je voulais, avant d'être externe, vous savez, on passait par l'externat à l'époque. Avant ça, si vous voulez, je cherchais par des relations pour aller aider dans les blocs chirurgicaux. Et donc, il y avait un ORL qui m'avait pris sous sa coupe et j'allais, quand j'étais un petit peu libre, j'allais le voir opérer dans la salle d'opération. Et là, ça me fascinait un petit peu la médecine. Et puis, très très vite, si vous voulez, parce qu'il fallait un milieu extrêmement modeste, j'ai fait des gardes de nuit d'aide-soignants. Donc, je faisais des gardes de nuit dans des cliniques, donc des gens qui avaient des anus artificiels, je changeais les poches, je les nettoyais, je passais la nuit. Ensuite, je faisais des gardes de nuit dans des hôpitaux psychiatriques, ce qui m'a effectivement attiré vers la psychiatrie pendant pas mal d'années. Et puis bon, bah, c'était presque des nuits blanches. Et puis le matin, j'allais à l'hôpital. Et puis après, l'après-midi, dans les cours d'envoyer très très vite. Et ça m'a permis de connaître un peu les différentes facettes. On est médecin, mais j'ai compris ce que c'était aussi un infirmier, une aide-soignante. Et ça m'a donné quand même une certaine réalité de ce que pouvait être la médecine. Comment vous décidez et à quel moment vous décidez de faire infectiologie? Parce qu'effectivement, on se Alors, rend compte que vous avez fait plusieurs années de psychiatrie. Voilà, on passe. Oui, oui. Alors, comme j'avais fait effectivement ces gardes de nuit en psychiatrie, j'ai été attiré. J'ai commencé par la psychiatrie. Et puis ça, si vous voulez, bon, avant, j'ai précédé parce que je suis parti très vite en voyage. À partir de ma 5e année, je suis parti tout seul pendant des mois, juste à la fin de mes examens. D'abord, je suis allé au Mexique et dans le sud des États-Unis. Et ensuite, je suis parti 6 mois en Asie, tout seul, et je suis allé en Thaïlande, Indonésie, le Vietnam n'était pas encore tombé, je suis passé à Saïgon, j'ai terminé à Hong Kong, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, Singapour, et tout seul, parce que personne ne voulait me suivre à l'époque, on me prenait pour un fou, et là j'ai commencé à connaître un petit peu les pays du Sud. Là, simplement en tant qu'étudiant en Non, médecine, là, pas- tout seul. Tout Je seul. passais mes examens en juin, je partais en étant sûr, sans attendre les résultats, en étant sûr d'être reçu, et je revenais au mois d'octobre. Et donc, un petit peu sac au dos, un petit peu l'aventure, juste avec des billets d'avion. À À notre l'époque, il n'y avait époque, pas de le rêve, portable. c'était d'aller l'été à De Kaboul. connaître. Non, j'ai pas fait Kaboul, mais j'ai débarqué à Bangkok et je suis descendu par la route dans le sud de la Thaïlande, la Malaisie, Penang, Sumatra, l'Indonésie, chez les Minangkabau, Bali, pendant des mois, prenant des bateaux. Un certain nombre d'anecdotes qu'il faudra que j'écrive un jour parce que c'est quand même assez passionnant. Et puis, si vous voulez, à mon retour, on m'a proposé, parce que j'étais un petit peu assistant aussi pour gagner ma vie à la faculté en biochimie, et un des patrons de biochimie m'a dit, vous savez, on cherche un jeune médecin, vous allez bientôt finir vos études, est-ce que vous seriez d'accord pour partir en Bolivie? Parce que le professeur Ruffier, qui était professeur au Collège de France, il y avait un institut français de biologie d'altitude, et il cherchait un jeune médecin pour aller étudier les migrations des populations indiennes, Aymara et Quechua, des hauts plateaux boliviens vers les basses-terres. Et il voulait un jeune médecin. J'ai dit, ouais, génial. Je ne connaissais pas l'Amérique du Sud. Alors on m'a dit, bien sûr, vous parlez espagnol. J'avais jamais fait d'espagnol de ma vie. Moi, j'ai fait de l'allemand et de l'anglais, mais j'ai dit oui, hein, parce que je voulais pas perdre la mission. Et en sortant, j'ai été acheter la méthode à 6000 pendant quelques mois avant de partir. Et là, c'était le départ, si vous voulez. Je suis parti, et là, j'ai dit, bon, la psychiatrie, ciao. Et là, j'ai connu le tiers-monde. Je suis parti pendant 6 mois, qui a été renouvelé par la suite dans les fins fonds de Bolivie. Et là, j'ai connu la médecine infectieuse, j'ai connu les problèmes du
tiers-monde et j'étais passionné par les maladies parasitaires. Parce que j'ai eu... Et j'ai fait mon doctorat sur la Bolivie, d'ailleurs. J'ai eu le sentiment, docteur Sebag, là, en lisant votre CV, qu'il y avait eu une rencontre déterminante avec le professeur Gentilini, mais qui était après, c'est bien après. Vous allez très vite, là. Là, on est, la première mission en Bolivie, c'est en 75. Je repars d'ailleurs. Oui, alors à mon retour de Bolivie, si vous voulez, il y avait des parties de l'internat à faire. Et là, j'ai dit, tiens, bon, je connais Israël, je suis juif. Toulouse était jumelée à Tel Aviv. Et là, j'ai dit, je peux faire une partie de mon internat en Israël. Et j'ai fait ma demande et je suis parti, là, en 75, 2 ans, pas tout à fait 2 ans, en Israël. Et donc, j'ai été nommé à l'hôpital d'Ashkelon, dans le sud du pays, à la frontière de la bande de Gaza. Et là, j'ai appris une médecine pointue, à l'américaine. J'ai appris l'hébreu. Et donc, je suis resté. Alors, j'habitais à Tel Aviv et je travaillais à Ashkelon. Parce que, bon, la vie à Ashkelon, surtout en hiver, on m'avait mis dans un centre d'intégration. J'étais avec un vieux monsieur russe. J'ai dit, moi, je vais craquer. J'étais tout jeune. Et donc, j'habitais à Tel Aviv et je me levais très tôt le matin. Je prenais le bus, j'allais à Ashkelon. Je bossais toute la journée à Ashkelon. Et je rentrais le soir à Tel Aviv où, bon, comme un célibataire, il y avait une vie assez intéressante. Avec quelle fonction Ben, j'avais une fonction d'interne à l'hôpital d'Ashkelon. Et donc, en chirurgie, j'ai fait des stages. Non, alors j'ai fait d'abord un grand stage de chirurgie, ensuite d'anesthésie et ensuite de médecine interne. J'ai appris beaucoup, parce que pour valider cet internat, il fallait faire tant de césariennes, il fallait faire tant d'appendicites tout seul, ce qu'on ne fait pas dans notre pays. Donc là, j'ai vraiment appris une médecine de pointe, très très pointue. Et puis, à mon retour d'Israël, là, je m'étais posé la question, est-ce que je reste pas? Bon, j'avais encore la soif de voyage, j'ai dit, j'ai pas fait encore le tour, je suis rentré en France, j'ai fait un long remplacement de médecine générale et puis on m'a redemandé, le ministère des Affaires étrangères françaises, de repartir terminer mon premier travail en Bolivie. Et là, je suis reparti en Bolivie. Encore 6 mois. Là, on est dans les années 75. On est après 75. Israël, j'ai terminé en 77. 77, je crois. Voilà, on est en 77. Là, je passe mon doctorat, où je fais mon doctorat sur les migrations de populations indiennes des hauts plateaux vers les basses terres, dans la région de Yapacani, vous voyez, dans les provinces orientales de la Bolivie. Et puis là, il y avait encore le service militaire. Et là, moi, il était hors de question que je fasse mon service militaire. Et donc, le ministère des Affaires étrangères, qui m'avait connu à l'époque, m'a proposé un poste très, très particulier. On m'a dit, est-ce que vous êtes prêt à partir Saïgon venait de chuter au Vietnam. Est-ce que vous êtes prêt à partir pendant 2 ans à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, comme médecin? Parce qu'on a encore des Français qui ne sont pas reconnus, des métis, qui ne sont pas reconnus par les autorités vietnamiennes. Et on va monter un dispensaire au sein du consulat général de France à Ho Chi Minh Ville. J'ai dit banco, j'y vais. Et donc, je suis parti pendant 2 ans au Vietnam. On n'est pas encore dans l'humanitaire, là. Non, on n'est pas. Mais là, je découvre quand même une situation... si vous voulez, l'arrivée des Nord-Vietnamiens à Saïgon, la mise sous coupe de toute la période du Sud-Vietnam. Et je suis médecin, donc, à Saïgon et à l'ambassade de France à Hanoï, où j'allais 1 semaine par mois. Une condition difficile avec un couvre-feu. Il faut s'imaginer ce que c'était, les boat people de l'intérieur. Et donc là, je reste 2 ans donc, à Saïgon. Et je rentre en 79. Je reviens en France en 19. Et là, je ne vais pas m'installer, non, avec tout ce que j'ai fait, je ne peux pas, quoi. J'ai encore envie, j'ai envie de faire des choses. Et là, un hasard, rencontre avec Bernard-Henri Lévy, et qui me rencontre à Toulouse, et puis je raconte un petit peu mon itinéraire. Et là, il me dit, mais il faut qu'on se voit à Paris, on va créer une association, Action internationale contre la faim, avec Jacques Attali, François Giroud, Marc Ullmann, Marek Alter et d'autres. Et là, ils cherchaient quelqu'un de terrain, parce qu'ils étaient beaucoup plus intellectuels, ils avaient envie de faire des choses. Et donc là, j'étais embringué, là, je remonte à Paris, j'étais embringué dans Action internationale contre la faim, qui a été créée en novembre 79. Et juste après, il y a eu l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques, et j'ai donc mené les premières missions en Afghanistan. Comme j'avais une gueule d'Afghan, j'ai pu passer, je suis rentré en Afghanistan en illégal, avec des convois de médicaments, de nourriture, l'été 80. L'été 80, et en même temps, là, dans votre biographie, là, on apprend qu'effectivement, vous êtes chez les talibans. Je suis chez les Moudjahidines, mais à l'époque, on est en période de guerre froide, donc les bons, c'était eux, et les mauvais, c'était les Russes qui avaient envahi, mais en fin de compte, ceux que nous avons aidés, ce sont devenus les talibans. Ça, c'est un peu le retour de l'histoire, et c'est après, si vous voulez, où, bon, j'ai une activité, il fallait quand même vivre.
Et donc là, je suis recruté par Attendez, Ron Poulain. Je rencontre Jean attendez, Tellini. on ira tout à l'heure. Voilà. On ira tout à l'heure sur l'industrie, mais là, comme on parle d'action contre la faim, je voudrais que vous nous donniez quelques. Eh bien, écoutez, on le crée. Je me retrouve donc en novembre avec et moi très impressionné, petit provincial et tout, chez François Giroud. Voilà, je me retrouve première réunion chez Madame Giroud, avenue de la Tour-Maubourg, et là je rencontre il y a Jacques Attali, Marc Ullmann, Marek Alter, Guy Sormand, Bernard-Henri Lévy. Et puis là, je suis le jeune médecin. On décide de créer Action internationale contre la faim. Et je suis un des membres fondateurs. Et là, très très vite, j'ai le temps et je fais un certain nombre de conférences. Et puis arrive le drame afghan. Et puis ils ont besoin de volontaires et je pars. La faim dans le monde, ça tue une personne toutes les 10 secondes. Oui, c'était, si vous voulez, faire l'équivalent de la faim, ce que faisait Médecins sans frontières sur la santé. La faim est une composante, et si vous voulez, la faim, ça ouvre à tout, parce que la dénutrition, c'est aussi les problèmes de santé, et c'était un problème majeur à l'époque, et on s'est retrouvé effectivement avec le drame afghan, qui a été la première mission, où il y avait effectivement des milliers d'Afghans qui quittaient l'Afghanistan pour aller dans des camps au Pakistan, en plein hiver. Il y fait froid, il y avait effectivement à la fois des problèmes bien sûr liés à la nutrition, mais des problèmes généraux, des problèmes de santé, des problèmes de besoin de couverture pour se protéger du froid. Et donc, ça a été les premières missions, si vous voulez, terrain. Après, Et après, il y en a eu beaucoup d'autres. Le conflit cambodgien. Alors après, si vous voulez, j'avais une activité professionnelle. Là, je suis rentré à l'hôpital en 80, parce que j'ai rencontré Jean Tellini à l'époque. Donc j'avais l'hôpital, j'avais l'industrie et j'avais Action internationale contre la faim. Et toutes mes vacances, entre parenthèses, je prenais même parfois des congés sans solde, je les faisais pour des missions. Et donc ensuite, ça a été l'Ouganda dans le Karamojan, la grande famine en 81. Ensuite, ça a été les camps de réfugiés, Khmer en Thaïlande. Ensuite, ça a été des missions en Argentine. Ça a été plus tard en 85 l'Éthiopie, l'Érythrée avec Jean-Christophe Ruffin. Et donc j'étais libre et toutes mes vacances, je les passais sur des missions d'action contre la faim. Vous continuez Pendant un moment, j'ai un petit peu arrêté, j'ai eu d'autres activités, j'étais directeur des opérations internationales de la Croix-Rouge, et puis depuis 5-6 ans, je suis revenu à mes premières amours, et je suis à nouveau administrateur, je suis au conseil d'administration d'Action contre la faim. C'était mon petit bébé au départ, petite association qui est devenue une des plus grandes ONG françaises. C'est plus de 200 millions d'euros, si vous voulez, de missions de par le monde. Et j'ai fait quelques missions encore. Qui finance, docteur si vous voulez, vous avez deux types de bailleurs. Vous avez des bailleurs institutionnels, la Communauté économique européenne, les Nations Unies, l'agence française de coopération. Et vous avez aussi, bien sûr, des dons privés extrêmement importants. Et donc, ce qui finance effectivement un certain nombre de missions. Il y a des milliers de volontaires sur le terrain. Bien sûr, dans des régions extrêmement dangereuses, ça va des camps de Rohingyas au Bangladesh, en passant par la République centrafricaine, par le Yémen, avec une guerre extrêmement importante, par le Népal, par des pays d'Afrique. Et j'ai mené pour eux une mission dans les camps de Rohingyas au Bangladesh, à la frontière entre la Birmanie et le Myanmar aujourd'hui et le Bangladesh. Les États ont en partie démissionné et si vous voulez, il y a une paupérisation de l'État et c'est vrai que les ONG jouent un rôle extrêmement important aujourd'hui. Elles jouent un rôle bien sûr de plaidoyer pour expliquer ce qui se passe, mais aussi d'apporter une aide dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a beaucoup de conflits un petit peu ignorés et dans ces conflits ignorés, je pense au Yémen en particulier. On est présent bien sûr sur des distributions alimentaires, mais aussi dans les domaines de la santé mentale, et un petit peu, vous savez, la faim, c'est la faim au sens large. J'ai vu qu'il y avait des fondations privées qui avaient un budget 2-3 fois supérieur à celui de l'OMS. Si vous voulez, là, on est bien sûr inférieur à l'OMS, mais l'OMS, c'est plus quelqu'un de consultatif, de créer des normes au point de vue sanitaire, pas tellement opérationnel. Voilà, je vous propose une courte pause musicale avant de poursuivre notre entretien. Deuxième partie de notre entretien avec le docteur Robert Sebag, infectiologue, mais pas uniquement, à la Pitié-Salpêtrière. Alors, on a évoqué votre action, le début de votre action humanitaire. Je voudrais, docteur Sebag, que vous nous expliquiez, parce qu'à un moment donné, vous vous trouvez dans l'industrie pharmaceutique. Si vous voulez, quand je rentre du Vietnam, tout ça, on chevauche un petit peu les années, je rentre du Vietnam et je dis, qu'est-ce que je fais, quoi ? Il faut vivre, Je veux pas m'installer, ça c'est clair.
Et je me dis, ben, je voudrais un travail où je peux apporter un petit peu tout ce que j'ai vécu, ma connaissance de langue, des pays. Et puis tout d'un coup, me saute aux yeux, je dis, bon, ben, pourquoi pas l'industrie pharmaceutique au niveau international, ça me permettra peut-être de faire des missions et puis d'avoir un certain nombre de libertés pour continuer, vous voyez, en parallèle. Et juste au moment où je me pose cette question, je suis contacté par le professeur Gentilini, que moi je connaissais, qui était le pont de la médecine tropicale, on connaissait tous son livre. Moi, je ne l'avais jamais rencontré, puisque j'ai fait mes études à Toulouse, il est parisien. Et puis, il entend parler de moi. Moi, j'étais de retour du Vietnam. Un des médecins du Quai d'Orsay lui dit, tiens, il y a un médecin là qui a passé 2 ans au Vietnam, que j'ai rencontré. Et donc, je reçois un appel de Monsieur Gentilini qui veut me rencontrer. Moi, extrêmement flatté, Monsieur Gentilini veut me rencontrer. Donc, je vais le voir. Il reçoit très tôt. Il me reçoit à 7h du matin à la Pitié-Salpêtrière. Il me fait parler. Et moi, je suis très impressionné. C'est le grand patron, mandarin, hein, Gentilini. C'est un peu cette époque. Moi, et il me dit... Bon, le centre de la parodontologie française. Il me fait parler. Et puis, il me dit, bon, est-ce que vous accepteriez de travailler dans mon service, d'être attaché? Moi, ça me tombe comme ça, parce que vous voyez, je voulais quand même garder une activité médicale de médecin, parce que bon, j'ai une industrie, je ne vais pas être médecin. Et moi, j'aime toucher, je suis un vrai médecin. Et le truc me tombe dessus, parce que j'y pensais, mais pas obligatoirement chez lui. Et il me dit, voilà, vous pouvez venir 1 fois par semaine, est-ce que vous accepteriez? Je lui dis, écoutez, oui, j'accepte. Et il me dit, vous savez, si vous ne pouvez pas, je fais, si vraiment malheureusement, mais moi j'aimerais avoir des gens comme vous, des gens de terrain, c'est important. Mais il me dit, il me met très à l'aise, il me dit, mais si vous ne pouvez pas, vous savez, je fais un staff tous les jeudis où je fais venir des gens et votre rapport, on discute d'un certain nombre de cas, de problèmes. Bon, moi je lui dis, oui, je prends. Et donc on est en septembre 80. Donc, et j'y suis toujours. Je suis le plus ancien, donc ça va faire 42 ans, hein, ou 40, je compte plus, enfin 41 ans que je suis dans ce service. Et donc j'ai commencé 1 journée par semaine, et donc j'avais des paludismes, des diarrhées, enfin j'ai vu tout, hein. J'ai vu toute la pathologie tropicale, et puis très très vite, pour sauter quelques années, il y a eu le sida. C'était le grand service du sida, et comme tout le monde, j'ai appris sur le terrain, parce que je n'étais pas spécialiste, on ne connaissait pas le sida, moi, quand j'étais étudiant en médecine. Donc voilà. Et puis, donc, l'industrie. Et donc, Ronde Poulenc Santé, boîte internationale, me recrute. Bon, je passe sur un certain nombre de détails, et puis il me dit, mais vous avez fait de la psychiatrie, est-ce que vous voulez être responsable de toute... Non, alors, c'était l'inventeur du Largactil, des premiers neuroleptiques. Ils avaient une gamme de produits psychiatriques. Est-ce que vous voulez être au niveau international sur notre gamme psychiatrique? Et je dis oui. Et première mission, il me demande de faire une enquête un petit peu partout dans le monde, mais d'abord en Allemagne, sur comment les psychiatres utilisent les neuroleptiques, qu'est-ce qu'ils attendent des neuroleptiques pour un petit peu orienter la recherche. Et donc, j'ai mis le pied à l'étrier. Et donc, j'avais, si vous voulez, une sorte de triple vie. Parce que j'avais le côté, parce qu'il fallait vivre, donc j'étais salarié, mais qui me laissait quand même un certain nombre de libertés, puis des voyages, j'avais beaucoup de voyages, donc ça me permettait de revoir, mais avec une autre casquette. Et donc j'avais Ronde Poulenc, et 1 fois par semaine, c'était l'hôpital. Alors avec mes voyages, parfois c'était difficile, donc je me faisais remplacer le jour de ma consultation par des collègues, et le samedi, quand je rentrais, je reprenais une consultation. Et puis j'avais ACF. Action contre la faim. Et donc, je me partageais, j'avais une sorte... Alors, j'avais le côté costume, industrie, bureau à Paris, en plein Paris. Et puis après, j'enlevais ma cravate, j'allais dans les réunions d'Action contre la faim. Et puis, pendant mes jours de congé, j'allais en mission sur le terrain. Et puis j'avais, 1 fois par semaine, j'allais à l'hôpital, je voyais des patients. Donc, c'était complètement... Et donc, ça a été très riche parce que ça m'a permis un petit peu... Vous êtes resté 10 ans chez Sanofi Pasteur, Non, je suis resté d'abord jusqu'en... 2006, non, je suis derrière jusqu'en 90. Après, en 90, je suis parti dans la fondation ELF, qui menait des actions donc très présentes en Afrique, et donc j'ai mené un certain nombre de programmes. Après, ça a mal tourné, les affaires ELF. Bon, moi, je n'avais rien à voir, c'était une fondation, et donc j'ai été surtout sur l'Afrique où j'ai créé des orphelinats, des centres nutritionnels, beaucoup en Angola, au Congo, au Gabon, au Tchad. Et ensuite, j'étais responsable de l'accès aux médicaments. Non, ça c'est après. Non, attendez, là, vous allez trop vite, cher ami, mon cher confrère, vous allez trop vite. Non, alors après. Ça a été en 97, là, Gentilini qui devient... Et moi, j'ai toujours
toujours l'hôpital. Hein. Et Jean Tellini, et là j'avais arrêté l'industrie, Jean Tellini qui devient président de la Croix-Rouge française, il m'appelle, il me dit Robert, je veux créer un grand département international de la Croix-Rouge française, venez. Et là je décide à plein temps, je quitte la Fondation Elf, et donc je me retrouve directeur des opérations internationales, je crée une direction avec Jean Tellini, et donc c'est le monde humanitaire à 100%. Là je suis salarié, mais j'ai toujours ACF, comme ça je les aide un petit peu, mais là je suis quand même très Croix-Rouge, et puis là je suis plongé dans des grosses crises, puisqu'il y a à la fois la crise du Kosovo, avec la guerre dans les Balkans, il y a le tremblement de terre en Turquie, je crée un SAMU à Phnom Penh, il y a le cyclone Mitch en Amérique centrale où je pars avec le président Chirac qui va en mission officielle. Enfin, je fais un certain nombre de missions, je reste à peu près 4 ans à la Croix-Rouge, gros département de 80 personnes. Et donc je vais en Colombie où il y a les problèmes parce que la Croix-Rouge avec les FARC, donc voilà, je suis plongé, donc je vais un petit peu partout dans le monde. Mais d'un autre côté, si vous voulez, on peut pas passer sa vie. Hein. Puis c'était un peu dangereux, je dois dire. Dans certaines missions, c'était dangereux. J'avais 2 jeunes enfants. J'ai dit 4 ans. Bon, et puis là, pour des raisons aussi matérielles, parce que bon, la Croix-Rouge, on n'a pas de gros salaire, mais on le sait quand on va à la Croix-Rouge. J'étais ravi, c'était une expérience extraordinaire. Et puis travailler avec Marc Jean Tellini, je le connaissais de l'hôpital. Là, je l'ai vu comme président de la Croix-Rouge. Et là, je retourne. Et là, je suis contacté par Sanofi, Aventis Pasteur à l'époque, à Lyon, dans le domaine des vaccins. Ils cherchaient un infectiologue. Et là, je pars donc je retourne à l'industrie, mais tout en gardant l'hôpital. Donc j'étais à Lyon et je rentrais à Paris spécialement. Je faisais ma consultation. Et là, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Il y a eu les affaires de bioterrorisme après 2001, si vous voulez. Je me suis occupé beaucoup sur les problèmes d'anthrax, sur les problèmes de variole, parce qu'on avait peur d'une épidémie de variole. Et puis là, ça a duré quelques années. Et puis ensuite, il y a eu la fusion Sanofi-Aventis, où là, Jean-François Dehecq, président de Sanofi, m'avait rencontré, et il me dit, je veux créer un gros département, on est en 2004, je veux créer un gros département accès aux médicaments, parce que là, j'ai la taille qui va changer le modèle économique, là, on est plus sur du profit, on a une histoire, on est présent dans un certain nombre de pays, eh ben, vous me créez un département, et là, donc, je me suis occupé de paludisme, j'ai créé des partenariats, j'ai beaucoup travaillé avec la Fondation Gates, avec l'OMS, et là, j'ai travaillé sur la tuberculose, le paludisme, la maladie du sommeil, toutes les maladies tropicales négligées, les leishmanioses, mais aussi je suis revenu à la santé mentale, qui était un peu le parent pauvre de la santé publique dans les pays du Sud, et j'ai mené des programmes sur les problèmes d'épilepsie, avec tout ce que ça pose comme problème culturel, parce que l'épilepsie, c'est pas rationnel, et dans un certain nombre de pays, une crise d'épilepsie, on est habité par une sorte de démon, et donc j'ai essayé de démystifier ça, en sachant que les traitements étaient un petit peu la dernière phase, c'était d'abord d'expliquer que c'était une maladie, également sur la maladie. Donc, passionnant, et ça a duré jusqu'en 2016. Et en 2016, j'ai décidé de tout quitter. Et donc, je suis alors en retraite, entre guillemets, mais pas du tout. Donc, j'ai bien sûr gardé l'hôpital. J'ai toujours gardé l'hôpital. Et là, je suis pas mal sollicité. J'ai fait beaucoup de conférences un petit peu partout sur les problèmes d'accès aux médicaments. Et puis, il y a eu la Covid qui est arrivée là-dessus. Et donc là, ça fait 2 ans où je me suis retrouvé en première ligne. J'ai un côté communicatif et pédagogique. Et donc, j'ai été très, très sollicité par les différents médias. Et comme j'étais en première ligne, que j'avais cette réalité de la Covid dans le plus grand service de maladies infectieuses en France, donc j'ai essayé d'apporter ma touche et puis solliciter à côté. Donc j'ai fait beaucoup de conférences, souvent bénévoles d'ailleurs, sur la Covid. J'en ai fait avec le Bnebrit un petit peu partout pour essayer d'expliquer aux gens c'est quoi ce virus, comment on le détecte, le diagnostic, le traitement possible, et puis les vaccins. Hein. Connaissant bien le monde des vaccins, j'ai pas mal intervenu. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je vous ai résumé un petit peu tout ça, mais on peut revenir sur des épisodes particuliers. Oui, j'ai fait beaucoup de missions. Là. J'ai fait des missions Covid au Liban, d'ailleurs récemment, un pays extrêmement touché, qui a effectivement Covid, plus SIDA, plus l'explosion, qui a complètement détruit toute l'infrastructure sanitaire de ce pays. On a essayé d'apporter un certain nombre de choses à travers une fondation dont je suis aussi administrateur, qui est la Fondation Mérieux, dont je suis toujours administrateur. Vous qui avez travaillé longtemps avec l'industrie, quand on parle de Big Pharma et de son pouvoir, ça vous irrite? Écoute, oui, ça m'irrite parce que c'est quoi l'industrie pharmaceutique? Moi, c'était le langage, je l'ai connu de l'intérieur. L'industrie pharmaceutique, ce sont des femmes et des hommes qui sont des citoyens, qui écoutent la radio, qui regardent la télévision, qui lisent la presse et qui voient qu'ils sont marqués, alors qu'eux, ils essayent d'apporter quelque chose. Alors moi, ce que j'essaie de faire, c'est de dire,
Si, il y a des problèmes majeurs de santé publique. Il y a un fossé entre le Nord et le Sud. Il y a les problèmes d'accès. J'ai dit, l'industrie, c'est un partenaire obligatoire. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, c'est un partenaire obligatoire. Qui peut faire un des développements, comme on l'a vu sur les vaccins? Ça peut être que les big pharma qui peuvent le faire. Alors après, on peut discuter des brevets, on peut modifier le modèle économique, on peut faciliter l'accès. Et c'est le langage que j'essaie d'apporter. Alors j'ai eu la chance d'être suivi par des... Parce qu'il faut que ça marche au plus haut niveau. Et c'est vrai que Jean-François Dehecq m'a beaucoup aidé. Il m'a donné tous les moyens pour faire cette chose. Après, j'ai rencontré... j'ai fait beaucoup de réunions avec monsieur Bill Gates lui-même. J'ai eu la chance où on a essayé d'apporter, de montrer que l'industrie, elle doit jouer un rôle. On l'a vu. Alors, c'est vrai que les biotech aujourd'hui... Ce qui choque probablement, c'est les profits qu'on fait non, sur mais le si malheur, vous la voulez, maladie, la douleur. Si vous voulez, le péché originel de cette industrie, c'est de faire du profit sur la santé, sur la vie, la mort et la douleur, si vous voulez. Alors, la santé, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Ça a un coût. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce qui est positif? C'est que aujourd'hui, vous avez cette grande idée de la responsabilité sociale. Vous avez aujourd'hui des fonds éthiques qui ne veulent investir que dans des entreprises qui respectent un certain nombre de normes. Donc, et l'industrie en fait partie. Et je pense que cette pression extérieure et intérieure par le personnel fait que le modèle économique devra changer. Aujourd'hui, on est sur un monde sans frontières au niveau de l'information, et si vous voulez, tout le monde doit avoir accès. La question s'est posée sur les vaccins. Est-ce qu'il faut lever les brevets ou pas les brevets? Alors, le vaccin, c'est pas un médicament, c'est compliqué à faire. Alors, vous pouvez lever les brevets, mais après, la fabrication est extrêmement compliquée. Par contre, il faut effectivement montrer au Pfizer et au Moderna qu'ils ont tout intérêt, si vous voulez, quand on est sur une pandémie. Et que là, on parle à la notion de prix différencié. Vous allez faire en fonction des ressources des pays, vous allez avoir une approche économique qui est différente si vous êtes le Burkina Faso ou si vous êtes la Norvège ou le Japon. Donc moi j'essaie d'avoir ce langage. Vous savez, c'est pas blanc et noir. C'est pas blanc et noir. Quand le directeur de l'OMS disait les pays riches ou les pays du Nord sont à la 3e vaccination et quasiment le reste de la planète n'a même pas eu sa première dose. Mais bien sûr, quand on est sur une pandémie, mais c'était quoi la réalité? C'était dur de passer ce message. Et moi j'ai fait des missions et j'étais en Afrique aussi. Mais c'est qu'il n'y a pas d'acceptabilité du vaccin. Et que le problème du vaccin, mon cher confrère, c'est pas simplement les doses, c'est tout ce qu'on appelle la vaccinologie, c'est la chaîne du froid, c'est une certaine organisation, c'est du personnel local, et c'est convaincre les gens. Et il y a eu des tas de pays, et la République démocratique du Congo, ils ont renvoyé des doses, les gens n'étaient pas... Donc il y a toute une éducation à faire pour l'acceptabilité, leur expliquer c'est quoi cette maladie. Ils n'étaient pas conscients de la maladie. Donc vous voyez, c'est pas simplement claquer des doigts, on dit ouais, on lève les brevets et on leur donne des doses. La dose n'est pas suffisante. Il y a tout l'environnement de cette... et c'est ce qu'on appelle la vaccinologie. Je répète, la chaîne du froid, former les gens, l'organisation, expliquer aux gens c'est quoi cette maladie, pourquoi on va vous protéger. Et c'est ça le respect. Cette discussion autour de la vaccination, c'est une préoccupation de pays écoutez, riches. moi je suis catastrophé. Je suis catastrophé dans le pays de Pasteur. Parce que vous savez, en termes de santé publique, il y a 3 actions. Et ça, c'est qui commence à être longue. Il y a 3 choses. C'est l'eau potable, c'est l'hygiène, les latrines, et 3, c'est la vaccination. Quand on regarde le succès de la vaccination en termes de bénéfices-risques, on n'a pas mieux, si vous voulez. On a oublié, aujourd'hui, si vous voulez, la peur des vaccins a remplacé la peur des maladies. On a oublié la diphtérie, on a oublié le tétanos, on a oublié la polio. C'est quoi les victoires en santé publique sur ces maladies? C'est la vaccination. C'était un retour de l'obscurantisme? Oui, alors, la Covid, si vous voulez, c'est ce qui me fait extrêmement peur. Il y a eu un retour de l'obscurantisme. Et si vous voulez, il n'y a plus de reconnaissance de ce qu'est le progrès. Mais l'ARN, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé avec l'ARN. Et quand les gens disent j'ai peur de l'ARN, mais quand ils sont infectés, c'est quoi le virus? C'est de l'ARN. C'est de l'ARN, le virus. On a montré que l'ARN était détruit, l'ARN messager dans le vaccin, qui ne rentrait pas au niveau du noyau. Mais vous n'êtes plus dans le rationnel. Vous n'êtes plus dans le rationnel. Et ça, si vous voulez, je peux dire que c'est un échec. On n'a pas su convaincre, on n'a pas su expliquer. Je me pose la question, quand je voyais ces manifestations le samedi contre la vaccination, et des gens qui disaient « je préfère perdre mon métier, je préfère mourir que me faire vacciner », mais j'ai dit « mais c'est quoi? C'est notre échec ». Enfin, moi, je me suis posé des questions. Enfin, on doit se les poser tous. Et donc ça me fait extrêmement peur, si vous voulez, alors que le progrès, c'est une valeur extraordinaire. Et donc, cette lutte contre la vaccination, cette non-acceptation, moi, ça m'a effrayé.
Et j'avais beau essayer d'expliquer. Moi, ma mère a perdu des frères et sœurs pour de la diphtérie, parce qu'il n'y avait pas le vaccin. Quand moi j'étais petit, j'allais pas dans les piscines avant le vaccin contre la polio. On a oublié les poumons artificiels. On a oublié la polio et le vaccin, mais ça a été extraordinaire. Et pourquoi le vaccin contre la Covid ne serait pas extraordinaire, ou d'autres vaccins? Est-ce que l'industrie pharmaceutique ne payait pas certains scandales, la thalidomide, le Mediator, bien sûr, mais bien sûr. Distilbène? Mais moi, je suis pour la transparence totale, si vous voulez, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des responsabilités. Mais sur le vaccin, aujourd'hui, ils ont répondu à toutes les normes de sécurité. Et merci aux biotech, bien sûr, BioNTech ou Moderna, mais merci aux industries. Ils n'ont pas trouvé. C'est pas Pfizer qui a trouvé le vaccin, c'est BioNTech. Mais ils avaient les fonds. Et c'est eux qui ont pu payer un développement avec des milliers de personnes et la fabrication de ce vaccin. Pour quelle raison, docteur Sebag, on n'a pas trouvé le vaccin contre le sida, on a un vaccin contre le palu qui marche mal, deux choses. Et là, on a l'ARN qui apparaît... Alors, deux choses. D'abord, les vaccins sur les maladies parasitaires. Vous avez parlé du paludisme. C'est extrêmement difficile. Un parasite est beaucoup plus compliqué, si vous voulez, en termes de structure, en termes de génome, qu'un virus, une bactérie. On n'a jamais réussi. Alors là, on a un vaccin contre le palu. Enfin, à 35-40%, je veux dire, c'est pas une vraie protection, c'est une amélioration. Le sida, c'est plus compliqué. Le sida, c'est plus compliqué parce qu'on arrive à avoir des anticorps neutralisants, mais ils ne neutralisent pas. Et en plus, si vous voulez, la particularité du virus du sida, c'est les clades. Vous avez 13 ou 14 différents virus. Et donc, on n'arrive pas à trouver, d'un point de vue universel, on a des résultats intéressants. Et c'est vrai que l'ARN messager nous donne peut-être la possibilité demain d'avoir un vaccin contre le sida et d'avoir peut-être aussi d'autres vaccins. Et l'ARN messager, c'est aussi peut-être un espoir dans le domaine du cancer. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, l'ARN messager a été efficace alors qu'on travaillait depuis 30 ans ça sur fait 20 ans, je veux dire, il y a eu des prix Nobel en France. Je me suis rendu la semaine dernière aux obsèques de François Gros, extrêmement émouvant et que je connaissais bien. On était administrateur ensemble à la Fondation Mérieux. Il avait beaucoup travaillé sur l'ARN, si vous voulez. Mais il y a pas eu... On connaissait les propriétés de l'ARN, mais on n'arrivait pas, si vous voulez, à trouver une sorte de débouché et d'utilisation. Et ça a été, si vous voulez, l'intuition, si vous voulez, la vision de BioNTech et aussi de Moderna, de dire, bon, on va essayer avec l'ARN messager, puisque nous avons la carte d'identité de ce SARS-CoV-2, on a la carte d'identité, on va greffer, on va coder sur notre ARN messager, on va voir. De même de Moderna, ça a marché. Et donc on se dit peut-être que maintenant on sait coder certains virus. Sur la grippe, on va peut-être arriver à un vaccin universel contre la grippe et pas changer si vous voulez, tous les ans de vaccin, parce qu'il y a effectivement des variants, des mutations du virus de la grippe. Et donc, c'est une voie de recherche extrêmement intéressante. Et dans le domaine du cancer aussi. Même des maladies cardiovasculaires, j'ai entendu le patron de Moderna qui expliquait que l'ARN, eux, travaillaient sur... Alors, on peut coder, si vous voulez, sur des génomes de cellules souches qui peuvent effectivement remplacer des cellules déficientes, mais c'est dans le cancer, parce qu'on sait que la cellule cancéreuse, elle est vécue comme un corps étranger. Si on arrive, et ça, c'est presque un traitement individuel, on va trouver une cellule d'un cancer du sein ou autre chez une patiente, chez un patient, on va réussir à avoir le génome de cette cellule, on va le greffer et peut-être, si vous voulez, on va avoir une sorte de défense avec un vaccin ARN, avec ce codage d'une cellule cancéreuse qui va peut-être aider à détruire les tissus atteints par ces cellules cancéreuses. Alors, vous voyez, c'est quand même... moi, je suis passionné et c'est vrai que cette réaction sur le vaccin, sur cette recherche, sur cette peur... m'a fait vraiment poser un certain nombre de questions, si vous voulez, sur notre rôle, et notre rôle en tout le cas pour faire passer un certain nombre de messages. Je ne peux pas profiter de votre présence sans aborder le bilan du Covid. Vous êtes arrivé tout à l'heure en me disant... On est dans une période qui est une période... Alors ça va mieux, mais c'est pas fini. C'est pas fini, on est autour de 40 à 50 000 contaminations jour, mais on teste moins. Non, ce que je veux dire, c'est que le virus circule toujours. Nous avons la chance quand même d'avoir un taux d'immunité relativement fort dans notre pays, même s'il faut surtout... Alors, il est globalement bien, on est moins bien sur les personnes à risque, en particulier sur la 3e injection. Mais je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a moins de pression au niveau hospitalier. Quand je regarde l'incidence sur un mois, elle est passée de 3 000 cas sur 100 000, on est à 600, donc ça va
ça va effectivement mieux. On est quand même avec 3000 patients en réa. Enfin... Oui, mais il faut savoir que les gens restent longtemps en réanimation. Donc la baisse en réanimation, elle prend beaucoup plus de temps. Bon, et c'est encore des décès. On a encore des décès. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction sur le nombre de morts. C'est pas complètement fini. Alors l'espoir, si vous voulez, c'est que on sait que en termes d'évolution en virologie, plus vous avez de nouveaux variants qui sont de plus en plus contagieux, mais de moins en moins virulents, on peut arriver à une sorte de banalisation et avoir un nouveau coronavirus, comme on en a d'autres déjà, qui deviennent beaucoup moins virulents, entraînant un petit peu au niveau de la sphère ORL des sortes de rhinite, des sortes de grippe, si vous voulez, qui deviennent saisonniers. On va arriver au printemps, on sait que la saisonnalité peut jouer un rôle. Donc on est... Alors, avec un point d'interrogation, c'est un variant qui peut apparaître dans un autre pays. Ça veut dire qu'il faut être quand même vigilant. Il faut continuer à tester. Pas globalement comme on l'a fait sur les millions qui a coûté une fortune, mais avoir des sortes de tests sentinelles comme on le fait sur la grippe pour repérer peut-être, et séquencer, hein, surtout parce qu'on n'est pas très bon en séquençage, repérer peut-être l'apparition d'un variant. Donc il faut être prudent, mais il faut tester aussi dans les pays du Sud. Et je pense que là, c'est une aide peut-être plus importante que le vaccin. C'est d'avoir des zones, si vous voulez, d'une manière peut-être aléatoire dans un certain nombre de pays du Sud pour repérer peut-être l'apparition d'un variant. Et ça me paraît important parce que plus vite on agit, on l'a vu sur Omicron en Afrique du Sud, ça a été énorme et puis c'est descendu très vite, plus vite on peut effectivement régler le problème. Donc vous voyez, vigilance, mais quand même ouverture, on va vivre avec. Les leçons de cette épidémie, docteur Sebag, avec le recul, la meilleure stratégie, c'était le zéro Covid de l'Asie, de l'Australie, c'était l'immunisation collective. Oui, mais on a essayé. L'immunisation collective, on n'arrive jamais, si vous voulez, à 100% d'immunité. C'était, si vous voulez, la notion, la responsabilisation sur les gestes barrières, extrêmement important. Le port du masque pour éviter effectivement d'arriver à un confinement, parce qu'à l'époque on savait pas trop et que la seule solution c'était le confinement, maintenir la recherche, la vigilance sur l'apparition effectivement, on n'est pas à l'abri de l'apparition. Très important aussi, si vous voulez, c'est la notion de One Health, c'est bien de penser à la santé animale. Et on sait que le passage d'espèces est quelque chose d'important. On l'a vécu avec la chauve-souris. On l'a vécu aussi avec d'autres maladies. Donc ça veut dire que... Il est innocenté, le pangolin. Le pangolin est innocenté, pas la chauve-souris. On se demande même s'il n'y a pas eu un passage direct de la chauve-souris à l'homme. On se pose des questions. Peut-être accident de laboratoire. Mais par contre, pour le SARS-CoV-1, on avait trouvé quand même que c'était la civette. Donc la santé animale, extrêmement important. Ne pas oublier la santé animale et cette jonction, cette notion de... une santé animale, santé environnementale et santé humaine. J'avais comme dernière question, docteur Sebag, envie de vous demander quelle serait la devise qui vous définirait le mieux. Je vous propose celle de Popper, le philosophe des sciences. Être optimiste est un devoir moral. Ah, j'aime bien. Je vais la retenir. Je la connaissais pas, mais j'achète, cher monsieur. Docteur Sebag, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.